Eben, there's a device. Tell us what it is. It's a computer the size of a credit card. You can buy for $25. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de l'ordinateur le moins cher au monde, le Raspberry Pi. Mais avant, pour tous ceux qui regardent cette vidéo sans être abonnés, sachez que nous vous voyons, et donc ce que vous allez faire tout de suite, c'est que vous allez vous abonner, cliquez sur la cloche pour être au courant de nos prochaines sorties de vidéos. Nous faisons des vidéos projets ou des discussions en rapport aux sciences et technologies de manière générale. Ceci étant dit, passons maintenant au vif du sujet. Prenez-vous quelque chose à boire, quelque chose à manger, installez-vous correctement. Allez, c'est parti! The computer has arrived. Nous sommes dans les années 80. Le jeune Eben Upton regarde son ami manipuler un BBC Micro, l'une des nombreuses machines programmables de l'époque, permettant aux jeunes de s'initier au monde de l'informatique. Le BBC Micro, c'est une machine monobloc constituée d'un clavier intégré à l'unité centrale qui se connecte à un téléviseur via une prise Péritel. C'était une machine très populaire à l'époque au Royaume-Uni, surtout dans le domaine de l'éducation, même si certains foyers pouvaient se le procurer car il était peu cher et plus grand public qu'un PC IBM plutôt destiné au secteur professionnel. Une série télévisée dédiée à l'apprentissage de cette machine était également proposée. C'était un peu comme nos tutos Arduino mais version 1980. Ça s'appelait The Computer Program et ça traitait de sujets allant du traitement de texte à l'intelligence artificielle. Bon, ça n'avait rien à voir avec l'intelligence artificielle comme on connaît aujourd'hui, les assistants vocaux, machine learning, etc. Mais c'était déjà ça. Eben était fasciné par ce qu'il voyait, et d'ailleurs ce n'était pas le seul. On a une époque marquée par un grand intérêt pour l'informatique. Une époque où la plupart des jeunes passaient leur temps à bidouiller sur ce qu'on considère aujourd'hui comme les premiers ordinateurs personnels. On appelle même cette période l'âge d'or de l'informatique grand public. C'était donc l'époque des premiers Macintosh, des PC IBM et de la première version de Windows. Une vingtaine d'années plus tard, Eben est en train de réaliser son doctorat en informatique à Cambridge, l'une des meilleures universités dans ce domaine. Et il constate que non seulement le nombre d'étudiants inscrits en informatique diminue d'année en année, mais qu'en plus, le niveau de ces étudiants laisse fortement à désirer. On est bien loin de l'époque des petits génies de l'informatique dont Eben faisait partie. La manière dont les jeunes interagissent avec l'ordinateur avait grandement changé, surtout avec la démocratisation d'Internet. Et elle se résumait globalement à naviguer sur le web, s'envoyer des photos de chats ou encore jouer à World of Warcraft entre amis. Malgré quelques exceptions comme Mark Zuckerberg ou les fondateurs de grosses startups de l'époque comme YouTube, un candidat type qui souhaitait entreprendre des études universitaires en informatique avait fait au mieux un peu de design web. Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. L'explosion de l'abus spéculatif d'Internet, le changement de programme de cours qui était de moins en moins de l'informatique pure et dure remplacé par du Word, de l'Excel et un peu d'écriture de pages web. L'éducation était donc axée sur des outils et compétences destinés à trouver un travail de bureau à la sortie des études. De plus, l'arrivée des nouveaux PC et des consoles ont amené petit à petit à la disparition des anciennes machines sur lesquelles la génération précédente a appris les bases de la programmation. Des machines telles que le ZX Spectrum, le Commodore 64 ou encore le fameux BBC Micro. Du coup, d'après Eben, si ces machines étaient en train de disparaître, il suffisait de les faire revenir afin de permettre aux étudiants d'apprendre tout en leur redonnant goût à l'informatique. Il était un peu naïf Eben, mais bon. Motivé par la nostalgie et le désir d'aider cette jeunesse perdue, il se lance alors le défi de concevoir l'outil ultime d'apprentissage de l'informatique à l'image de ceux qu'il a côtoyés durant son enfance. Nous sommes à présent en 2006 et Eben décide de se mettre réellement au travail. Un prototype voit alors rapidement le jour. Ce dernier a été réalisé à la main sur une carte à trous, construit autour d'un microcontrôleur Atmega et présente des fonctionnalités similaires au BBC Micro. La même année, il finit son doctorat et commence à travailler chez Broadcom, une entreprise qui développe des circuits électroniques pour des équipements de télécommunications. D'ailleurs, petite anecdote, son ami et ancien collègue de Cambridge, Pete Lomans, lui a conseillé d'amener son fameux prototype s'il voulait éviter l'entretien d'embauche et passer directement à la signature du contrat. Mais bon, comme vous l'aurez compris, c'était juste une petite blague et Eben a passé l'entretien de manière classique. Mais un jour, Eben décide quand même de parler de son projet aux employés de Broadcom et il décide même de montrer son prototype. Ces derniers lui disent qu'il aurait pu inclure des puces plus puissantes, similaires à ceux qu'on utilise habituellement pour les téléphones portables. En gros, c'était une autre manière de dire que son prototype n'était pas si ouf que ça. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, le MIT se lance le projet de créer l'Apple II. Et lorsque le département d'informatique de l'université de Cambridge entend que le MIT est en train de créer un clone de l'Apple II,
ils se disent que eux aussi peuvent faire quelque chose. Eux aussi peuvent créer un clone du BBC Micro par exemple. John Crowcroft, qui faisait partie de ce département, s'est rappelé qu'il avait eu une discussion avec Eben à propos d'un prototype qu'il était en train de concevoir qui présentait des fonctionnalités similaires au BBC Micro. Du coup, il décide de le rajouter à la chaîne de discussion et il nomme le projet Raspberry. Et oui, c'est John qui est à l'origine du nom Raspberry. Alors pourquoi un fruit, me direz-vous? En fait, c'était une ancienne tradition de l'époque 1980 où la plupart des tech compagnies avaient des noms de fruits. Apple Computer ou encore Apricot Computer. Ok, on a le Raspberry, mais il manque encore le Pi du Raspberry Pi. De 2006 à 2008, Eben était en train de peaufiner son prototype grâce au kit de développement fourni par Broadcom, et il voulait y intégrer un interpréteur Python, à l'image de Commodore 64 avec son interpréteur de langage de programmation basique. Et du coup, le Pi vient en fait de Python interpréteur. Tout cet engouement autour du projet Raspberry Pi poussa alors les membres du groupe David Brandon, Louis Glass, Jack Lang, Peter Lomas, Robert Mullen, Alan Mycroft et bien évidemment Eben Hutton à créer la fondation Raspberry Pi. De 2008 à 2010, il n'y a pas eu d'avancée majeure, jusqu'au jour où ils décident de revoir complètement la conception du prototype. Et ils se posent alors une question qui va marquer un véritable tournant dans l'histoire du Raspberry Pi. Comment concevoir un ordinateur au prix d'un livre de cours? Le produit devait répondre à 4 critères. Être tout d'abord programmable, parce que si vous n'avez pas compris jusqu'ici, le but c'était quand même d'apprendre la programmation. Être robuste, car il était destiné aux jeunes. Être abordable pour être accessible à tous. Et bien évidemment, être fun. Jusqu'ici, les prototypes qu'ils étaient en train de construire ne répondaient pas à l'ensemble de ces 4 critères. Il s'avère qu'à cette période, les processeurs et autres pièces utilisées pour les appareils mobiles devenaient de plus en plus abordables et surtout suffisamment puissantes pour fournir des fonctions multimédia. Du matériel qui permet de rendre quelque chose plus attractif qu'un BBC Micro qui aurait eu du mal à intéresser les jeunes des années 2000. S'en est donc suivi un assemblage de différentes puces sur une carte mère jusqu'à obtenir en 2011 ce qui ressemblait plus ou moins à un produit fini. Ça avait l'air d'une clé USB avec un port HDMI d'un côté et un port USB de l'autre. La brillante idée qu'ils ont eue est arrivée jusqu'aux oreilles de Rory Cellan-Jones, un journaliste de la BBC, qui avait décidé de parler de ce projet dans son blog. What is this? David Braben, what is this? This little device is a prototype version of a Raspberry Pi computer. Cette vidéo est très vite devenue virale, plus de 600 000 vues en seulement 2 jours, ce qui est vraiment impressionnant pour l'époque. Ce buzz inattendu a mis un gros coup d'attention au projet, mais aussi un énorme coup de pression à l'équipe pour pouvoir tout concevoir et commercialiser. Mais il restait encore énormément de boulot. Eben cherchait alors des partenaires commerciaux, des producteurs, des distributeurs, afin d'obtenir des accords pour pouvoir produire sa carte à un bon prix. Cette partie était vraiment décourageante pour lui parce qu'il y avait eu beaucoup de refus et c'était vraiment pas facile. Il a fini par obtenir des contacts qui ont permis d'aboutir à des accords et entre-temps, la carte Alpha voit alors le jour. En août 2011, 50 cartes sont produites afin de réaliser divers tests et validations, mais en parallèle, il travaille sur une version plus compacte et destinée au grand public, à savoir le modèle P. Mais un problème commençait tout doucement à s'imposer. De plus en plus de gens parlaient du projet et il y avait déjà une très grosse communauté autour du produit sur les réseaux sociaux et le blog. Il se doutait alors que la demande serait probablement plus grande et qu'il n'aurait pas assez de fonds pour produire autant de cartes. Pour pallier à ce problème, ils décident le 9 janvier 2012 de faire une vente aux enchères sur eBay. Ils vendent alors les 10 premiers exemplaires de cartes modèle P et parviennent à réunir à peu près 18 000 €. Malheureusement, l'argent étant toujours un frein au projet, les membres de la fondation Raspberry Pi décident alors d'avoir un accord de licence d'exploitation avec des firmes comme Element 14 ou RS Component, qui vont produire et distribuer les cartes. C'est donc un véritable changement économique, l'argent ne vient plus des dons, mais de commissions sur vente qu'on appelle royalties ou redevances. Le 29 février 2012, à 8 h du matin, c'est le jour J, l'ouverture des ventes au public. Afin de satisfaire un maximum de clients, une restriction à l'achat est imposée. Chaque client ne peut se procurer qu'un seul exemplaire de la carte. Mais comme souvent, rien ne se passe comme prévu. Et surtout du côté de la boutique en ligne ce jour-là. Le site ne faisait que planter. Après chaque vente, le site plantait et ainsi de suite. C'était une véritable catastrophe. Mais contre toute attente, ils finissent par faire ce jour-là 100 000 ventes. Durant l'été 2012,
la grosse vague d'achat était passée. Les capacités de production avaient augmenté, ce qui pouvait permettre de lever la restriction à l'achat, et donc tous les clients pouvaient se procurer autant de cartes qu'ils le voulaient. À ce moment-là, 4000 unités sont produites chaque jour. Et en septembre 2012, la fondation Raspberry Pi annonce que les cartes seront produites désormais au Royaume-Uni, dans les usines de Sony. Et oui, Sony. En fait, Eben cherchait à ce que ces cartes ne soient plus produites à Shenzhen, en Chine, mais au Royaume-Uni. Et il a fini par être contacté par une personne qui, selon ses dires, travaillerait pour une usine au Royaume-Uni qui pourrait produire ces cartes Raspberry Pi à très bon prix. Et pour Eben, c'était une opportunité de ouf. Et c'est ainsi qu'est née une très belle collaboration qui dure encore aujourd'hui. Par la suite, les ventes ont continué d'augmenter et d'autres modèles de cartes ont vu le jour. Il y a eu le modèle A qui est une version low cost du modèle B. Oui, le modèle B est venu avant le A, oui, ne cherchez pas à comprendre. Octobre 2013 marque alors le chiffre symbolique des 1 million de ventes. L'année suivante, la version B+, et A+, arrive sur le marché et constitue alors, avec les versions précédentes, la première génération de Raspberry Pi. L'année 2015 est aussi une année très importante pour le projet Raspberry Pi. 5 millions d'unités sont vendues et c'est aussi le début de la génération 0 qui voit arriver des cartes très minimalistes et très peu chères, dévoilé par un coup de marketing de génie. Ils ont offert le Raspberry Pi Zero dans une série limitée à 10 000 exemplaires du magazine The Magpie, à la place d'un CD qu'on avait l'habitude de retrouver dedans. Qui dit série limitée dit évidemment que ça s'est vendu comme des petits pains. Les vendeurs en avaient tellement marre de répéter qu'ils n'avaient plus cet exemplaire qu'ils ont carrément fait des affiches qu'ils ont placardées sur les vitrines de leur commerce. Aujourd'hui, plus de 30 millions de cartes sont vendues dans le monde, réparties en 5 générations et 12 modèles. Ce qui fait du Raspberry Pi le troisième type d'ordinateur le plus vendu au monde, après le PC et le Mac. Au départ motivé par la nostalgie, Eben Upton ne se doutait probablement pas que son désir de créer un outil d'initiation à la programmation à destination des jeunes allait rassembler une communauté élargie composée de millions de passionnés. Les cartes Raspberry Pi sont utilisées dans de nombreux projets allant de la domotique au hacking, en passant par de la recherche et du prototypage industriel. Le Raspberry Pi est donc vraiment plus qu'un jouet, c'est un véritable ordinateur capable de réaliser une multitude de tâches. Est-ce que Eben Upton a réalisé l'objectif qui s'était fixé 14 ans plus tôt, en 2006, lorsqu'il finissait son doctorat? On peut considérer que oui. Et aujourd'hui, la fondation qu'il a créée avec ses anciens collègues de Cambridge s'est donnée pour mission de promouvoir les domaines de la STEAM à travers des formations et des projets où ils utilisent leur fameux outil, le Raspberry Pi. Merci d'avoir visionné cet épisode jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre du coup, si c'est le cas, un pouce bleu et nous dire ce que vous pensez de ce format dans les commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Discord, là où tout se passe, là où on parle un peu de la chaîne, là où on discute entre passionnés, mais aussi là où vous pouvez retrouver en avant-première les vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci un projet. Allez, à la prochaine, ciao!